Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon votre zone géographique, fidèles internautes, c'est un réel plaisir pour moi de vous compter encore parmi nous et bienvenue dans votre émission Droit de savoir qui portera sur les grandes lignes du programme d'action du gouvernement Anatole Collinet Makosso. Programme qui a été présenté lundi 21 juin 2021 devant le Parlement congolais. Pour en parler, je reçois de nouveau sur notre plateau M. Clément Mirassa, président de la Fédération de l'opposition congolaise. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Clément Mirassa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci à Monsieur Clément Mirassa d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et c'est plus qu'un plaisir pour moi de vous recevoir de nouveau sur notre plateau. Alors, vous avez suivi, comme tous les autres Congolais, la présentation du programme d'action du gouvernement Anatole Collinet Makosso, présentation, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui a eu lieu le lundi 21 juin 2021 devant le Parlement congolais. Alors, quelle analyse faites-vous des grandes lignes de ce programme d'action du gouvernement, mais d'abord sur les délais. C'est une présentation qui intervient plus de 30 jours après sa nomination. Est-ce raisonnable? Nous n'avons pas compris au niveau du Congo pourquoi il y a eu tant de temps qui se sont séparés entre la nomination du Premier ministre Anatole Collinet Makosso et la présentation du programme de son gouvernement. Bon, en dépit de tout, il semble qu'en réalité, il y avait déjà eu un conseil des ministres, ce qui veut dire que Collinet Makosso était déjà rentré en activité, il avait déjà commencé à démarrer sa fonction. Maintenant, vous me posez une question sur ce que je pense de façon générale sur ce programme. Je dirais d'abord que j'ai été très préoccupé de constater le diagnostic qui a été fait. Et lui-même, il a rappelé que ce diagnostic a été fait au cours du Conseil des ministres qui a eu lieu le 26 mai. Visiblement, ça correspond à ce qui semble ressortir du projet de société de M. Denis Sassou Nguesso. Ce que j'ai constaté, il y a d'abord des remarques générales que je peux faire. La première remarque, c'est que c'est l'une des rares fois que le gouvernement a reconnu que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle. Je le dis parce qu'il y a des acteurs politiques congolais qui l'ont dit depuis 2012. Et à l'époque, ils avaient proposé, pour que nous sortions de cette grave crise multidimensionnelle, la tenue des États généraux de la nation. La réaction était très, très vive, tant du côté des partis qui soutiennent le pouvoir que du gouvernement, en disant qu'il n'y avait pas de crise, le Congo avait suffisamment d'argent. Mais ce qui m'a surpris dans cette approche du gouvernement, que je ne partage pas, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, sinon le projet de société du président Denis Sassou Nguesso, limite la situation à 5 crises majeures. Selon vous, Anatole Collinet Makosso a fait exprès d'ignorer la crise politique et la crise électorale. C'est bien cela? Anatole Collinet Makosso est un juriste. Et il sait que le Parti congolais du travail a violé une nouvelle fois la Constitution de la République en décembre. Mais M. Anatole Collinet Makosso fait partie des congressistes qui ont violé collectivement cette Constitution. Donc, je considère que le Premier ministre a fait exprès d'ignorer. Mais en faisant exprès, vous avez vu qu'il a même reconnu lui-même implicitement qu'il n'y a pas que la Constitution, il n'y a pas que c'est cette fois-là qu'il a violé la Constitution, puisqu'il a déclaré que c'est maintenant qu'il va déclarer ses biens. Mais il est ministre depuis 10 ans. Donc, la violation de la Constitution est quelque chose d'extrêmement permanent, qui a instauré une grave crise politique dans notre pays. Et les dirigeants le savent. M. Collinet Makosso, dans son discours, aurait même dû parler du dialogue national et inclusif, parce que c'est l'une des pistes qui devrait permettre de surmonter ce genre de crise. Mais n'ayant pas abordé ça dans son programme, je considère que c'est un oubli consciemment fait. Alors, Monsieur Clément Mirassa, vous avez rappelé tout à l'heure que Anatole Collinet fait partie évidemment de ces congressistes qui ont violé la Constitution. Vous avez rappelé évidemment que les dernières élections présidentielles se sont tenues, dont la violation flagrante d'ailleurs des lois et règlements de la République. Quel crédit, allez dire, accordez-vous à ce gouvernement issu, bien entendu, de ces élections? Lorsque j'ai regardé la formation du gouvernement,
La caractéristique essentielle de ce gouvernement, c'est le renforcement de la gestion canine. Quand vous regardez le reflet du gouvernement, il se présente comme il y a eu 12 entrants, 12 nouveaux entrants au gouvernement. Et sur les 12 nouveaux entrants, 6 sont du département du président de la République. Et quand vous regardez globalement la carte de notre pays, le département de la Cuvette, au final, a pratiquement 11, sinon 12 ministres. Il est immédiatement suivi par le département des plateaux qui a 8, sinon 9 ministres. Ça veut dire que les deux départements, à eux deux, cumulent 20 ministres sur 38. Mais à contrario, quand vous prenez un département comme celui de la Bouenza, dont la population, d'après le recensement de 2007, fait l'ensemble des populations de la Cuvette et des plateaux. Mais la Bouenza n'a depuis de nombreuses années qu'un seul ministre. Et je me pose la question, si c'est dans la Constitution ou dans l'obtention des 88,40% des voix que le président Sassou a obtenues, j'aimerais savoir quelle est la contribution des départements, des plateaux, pour qu'en formant le gouvernement, il y ait ce genre de situation. Donc, je dis que je regrette parce que la physionomie que j'ai de ce gouvernement me fait apparaître que le Congo a des problèmes réels d'unité nationale. Et quand vous prenez, ce n'est pas pour créer la division nord-sud, mais quand vous prenez les départements de la partie sud du pays, tous confondus, ils ont 12 ou 13 ministres. Ça veut dire que sur les 38 ministres, en fait, la partie nord du pays a 25 ministres et avec la caractéristique, encore une fois, qu'il faut relever, avec pratiquement l'exclusivité de ce que l'on appelle les ministères régaliens. C'est la caractéristique essentielle qu'il faut apparaître. Parce que quand vous prenez les finances, la défense, etc., vous vous retrouvez dans cette situation. Oui, mais monsieur Mirassa, lorsque vous faites ce commentaire en fonction des résultats, comme vous venez de le rappeler, d'ailleurs, 88% des suffrages exprimés, est-ce que c'est une façon de les reconnaître ou bien c'est parce que vous vous étonnez de la caractéristique ou de la composition du gouvernement actuel? Vous savez bien quelle a été notre position avec un certain nombre d'acteurs politiques. Nous avons appelé au boycott des élections. Nous avons constaté que les Congolais nous ont suivis dans cet appel de boycott. Nous les en avons félicités et nous ne reconnaissons pas, nous vivons la situation, mais nous savons que ça a été un hold-up électoral et nous avions averti les Congolais bien avant et ils le savent correctement. Si vous ignorez ces résultats, cela veut également dire que vous ne reconnaissez pas le gouvernement actuel, c'est cela? Nous allons essayer de suivre parce qu'il faut que nous continuions notre combat. Le gouvernement, il est là, nous considérons que c'est un gouvernement de fait. C'est en fait ce que nous avons toujours dénoncé. C'est le droit de la force sur la force du droit. Vous avez continué donc, vous avez dit, votre combat dans ce contexte-là. Cela veut dire que d'ici là, 2022, c'est aller plus loin. Après, on parlera des élections législatives et vous allez continuer dans cette même lancée de toujours dénoncer, contester, alors que la machine, elle, du côté du Parti congolais du travail, continue à avancer également. C'est ce que je semble comprendre avec vous. Non, ce n'est pas ce que nous disons. J'ai déjà dit à une occasion, et je le redis aujourd'hui, il faut, avant qu'on parle des législatives en 2022, encore que je ne sais pas comment ça se fera, parce que lorsqu'on parle des crises électorales, on parle des questions de fiabilité des listes, on n'entend plus parler du recensement général de la population qui devait avoir lieu en 2021, qui devait nous permettre d'aller à la biométrie, il y a les problèmes de la Commission nationale électorale indépendante, il y a ces problèmes d'administration qui manque de neutralité, qui a un côté partisan, etc. Tous ces problèmes, à notre avis, le combat doit se poser pour que ces problèmes puissent être réglés. Maintenant, je vous ai déjà dit que nous, notre combat, notamment au sein de la Fédération de l'opposition congolaise, c'est de travailler pour que nous tirons les leçons de ce qui se passe.
Et à travers ces leçons, je crois que nous ajusterons nos stratégies. Monsieur Clément Mirassa, moi je vous pose cette question parce que je sais que Denis Sassou Nguesso, alors à l'opposition congolaise, et nous sommes souvent revenus sur cette phrase déclarée que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Alors on se rend compte que depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État militaire, depuis qu'il s'est installé, ne respecte plus jamais la Constitution. Et vous l'avez toujours répété tout le temps que nous vous recevons sur notre plateau, que Denis Sassou Nguesso est dans ce que vous appelez vous-même une situation d'incompatibilité, d'inconstitutionnalité. Et Denis Sassou Nguesso, avec son parti, le Parti congolais du travail, ne cesse de violer les lois et règlements de la République, la constitution de la République du Congo. Alors, qu'attend finalement l'opposition congolaise que vous incarnez d'ailleurs pour prendre effectivement ses responsabilités ? Au lieu toujours de se cacher derrière les lettres ouvertes, les déclarations, les commentaires de l'actualité politique, etc. Qu'attendez-vous pour prendre vos responsabilités? Puisque lui le disait, on ne doit pas accepter que la Constitution soit violée. Maintenant, c'est lui qui viole la Constitution. Et tout le temps, il le fait. Sous votre complaisance, si je me permets. Ce que nous souhaitons, c'est que toute l'opposition prenne la mesure de la situation. Parce qu'on ne peut pas continuer à être à l'opposition et accepter que les gouvernants soient en pleine violation tout le temps des lois et règlements de la République et que l'opposition ne fasse absolument rien. On va revenir donc sur le programme d'action du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. D'entrée de jeu, je rappelais que Anatole Koliné-Makosso dit vouloir apporter des solutions à un certain nombre de crises, identifiées comme ça: santé, sécurité, économie, finances et la crise des valeurs d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que cela est possible d'apporter des solutions à ces différentes crises que je venais d'énumérer? Notre point de vue sur la question a toujours été clair. Il y a une crise politique, la solution doit être politique d'abord. Et de la résolution de la crise politique, on résoudra les autres crises. Crise électorale, crise des valeurs, encore, je dois le dire ici de façon ouverte. En ce qui concerne la crise des valeurs et la crise de la lutte contre la corruption, particulièrement la lutte contre les détournements de fonds, je constate qu'il y a un manque de politique, de volonté notoire de régler ce problème-là. Parce que les cas de corruption sont bien connus. On sait qu'il y a bien des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. C'est un problème sur lequel nous abordons assez souvent, parce que nous l'abordons sous l'angle de la justice qui est partielle et qui s'acharne sur des opposants, mais laisse libres les principaux responsables des graves crimes économiques et financiers qui ont conduit le pays dans cette situation. Mais il faut bien qu'on en sorte. Moi, je prends un exemple, monsieur Christian Perret. Je prends un exemple. J'ai suivi le Premier ministre développer la politique sociale. Et quand il développe la politique sociale, il demande aux Congolais de faire des sacrifices. Il demande aux retraités d'accepter l'accumulation des années. Alors qu'aujourd'hui, je peux vous donner quelques indications. Quand vous prenez le prix du baril du pétrole, dans le budget de 2020, le prix du baril du pétrole était à 35. Dans le budget de 2021, il a été estimé à 41 $. Et aujourd'hui, le prix du baril est à 75 $. Que fait-on de ce gap? Et que dit-on aux Congolais? Parce qu'on a prévu une loi de finances rectificative. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, lorsqu'on parle de mobilisation des ressources internes, mais pourquoi on ne parle jamais de la récupération de l'argent qui a été soit volé, soit détourné? On ne peut pas nous dire que le président de la République a pris un engagement en 2006 pour que l'on audite ce fameux compte de stabilisation et que près de 15 ans après, il ne soit pas possible de réaliser cette audit. On ne peut pas continuer à tolérer qu'il y ait eu de l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 km et que, au lieu de poursuivre ce problème, récupérer cet argent pour que l'on aille à la régularité du paiement des pensions, des bourses et ensuite des salaires des autres travailleurs, parce que dans beaucoup de structures, les travailleurs ne sont pas payés. Alors on vient pour dire accepter encore le sacrifice
Les retraités, ça sera, si dit-on, il y avait un système que j'ignorais totalement, que j'ai découvert. Il y avait dit un système zéro paiement par trimestre, et Sandrine Makoso propose qu'il y ait un paiement ou deux par trimestre. C'est inacceptable. Et en termes de réduction des Oui, mais oui. Monsieur Mirassa, pendant que vous abordez cette question tout à fait épineuse d'ailleurs, alors on se rappellera que lors de son discours d'investiture, Denis Sassou Nguesso parlait de la tolérance zéro. Je pense que vous avez suivi ce discours. Alors, on note aujourd'hui dans ce gouvernement, le tout nouveau d'ailleurs, le gouvernement Anatole Koliné Bakosso, des ministres qui aujourd'hui prennent des casseroles à l'extérieur et d'autres cités souvent dans des affaires de corruption, de détournement de fonds. Mais l'aspect le plus important ici, c'est que nous savons que 5 ministres congolais aujourd'hui encore en fonction détiennent à eux seuls près de 5 000 milliards de francs CFA. Je dis bien et je répète, 5 000 milliards de francs CFA dans leur compte. Donc, ils ont placé dans les paradis fiscaux. Et ici, vous êtes en train de nous rappeler que Anatole Koliné Bakosso demande aux Congolais de consentir encore les sacrifices. Pourquoi vous, de l'opposition, vous ne pouvez pas monter au créneau pour évidemment pousser ce gouvernement à rapatrier ces fonds qui existent? 5 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ça encore, c'est la partie visible de l'iceberg. Votre question est bien posée, monsieur Christian Pérez. Notre démarche a toujours été d'aller, parce qu'il ne s'agit plus de demander des sacrifices aux Congolais. Il s'agit que le Premier ministre Anatole Koliné Bakosso et son gouvernement prennent conscience qu'il y a eu dans ce pays l'enrichissement illicite. Et ce n'est pas Clément Mirassa qui le dit. La première personne qui a tiré la lettre là-dessus de façon ouverte, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Dans son discours d'ouverture et d'investiture en août 2009, il disait quoi? Le Congo n'est pas, hélas, exemple de corruption, de concussion, de détournement de fonds publics, et il a bien situé. Et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et depuis, on ne fait que des déclarations d'intention. En 2018, il a repris. En 2017, etc. Et on vient. Mais plus récemment, je crois que vous avez appris, le directeur des systèmes d'information au ministère des Finances s'est évaporé avec plus de 50 milliards de francs CFA. Grâce aux réseaux sociaux, Dieu merci, il y a des réseaux sociaux. Est-ce qu'on en parle? Le gouvernement n'en parle pas. Nous avons écouté, grâce également aux réseaux sociaux, des informations qui étaient délivrées par des agents des services de police. Comme quoi on vivait des vrais scandales à la Caisse nationale de sécurité sociale, où les Congolais ont même été ahuris d'apprendre qu'on transférait 200 millions par mois ou 165 millions par mois à des Congolais sans qu'on en connaisse les raisons. Ce qui s'en est suivi, c'est quoi? On a suivi sur les réseaux sociaux que l'agent comptable a été relevé et on a choisi le silence. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous dites. Et je profite de cette occasion que vous me donnez pour que nous attirons l'attention du Premier ministre Anatole Koliné Bakosso que le problème, ce n'est pas de demander des sacrifices aux Congolais. Le problème, c'est d'avoir le courage de s'attaquer à tous ceux qui se sont enrichis, tous ceux qui ont plongé le pays dans la crise actuelle. Le point que vous évoquez en termes de rapatriement de cet argent au Congo, mais c'est l'un des points de la matrice des 48 mesures que le Fonds monétaire a mis au point avec le gouvernement congolais lorsqu'on a signé le programme le 11 juillet 2019. Donc, il ne s'agit plus que d'avoir le courage d'appliquer cela. Donc, je dis, monsieur Perrin, je suis d'accord avec vous. Les Congolais ont fait suffisamment de sacrifices. Les retraités ont aujourd'hui 36 mois d'arriérés de pension. Ça fait 3 ans. Les travailleurs des mairies comme Ouesso, Monsenjo, etc. ont parfois 50 mois d'arriérés de salaire. Ça fait 4 ans. C'est une situation bizarre. On se demande comment on vit. Donc, il faut, à mon avis, que, s'agissant par exemple des retraités, que le gouvernement prenne l'option, dès à présent,
de payer la retraite chaque mois, de monter un plan d'appurement des arriérés et ensuite de monter au créneau pour récupérer l'argent qui a été volé ou détourné. Et je suis encore RFI ce matin, où un ministre congolais, c'est pas ça, hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux une plainte aux États-Unis, aujourd'hui sur RFI, j'ai suivi d'un corps, etc., qui a été mis à nu dans une affaire avec un responsable du gouvernement congolais. On ne peut pas continuer à se faire sur cette situation. Il faut qu'elle soit bien abordée. Et moi, j'attire l'attention des Congolais pour dire que c'est de notre responsabilité d'agir sur ce gouvernement pour que nous allions vers cette démarche. Les Congolais ont fait suffisamment de sacrifices. Les Congolais ont constaté que les gouvernants ont choisi de protéger ceux qui se sont enrichis. Il faut qu'on arrête cela. Et il faut que Anatole Kolinde Makosso oriente l'action de son gouvernement. Et comme il semble que son gouvernement va présenter une loi de finances rectificative, à cette occasion, il faut que ces aspects soient bien intégrés dans la démarche qu'il faut faire. On ne peut pas continuer à tolérer que les étudiants n'aient pas de bourse, les retraités n'ont pas de pension. Et quand vous avez, Christian, je vais essayer de vous donner. Est-ce que vous savez qu'il y a des montants de pension qui sont de 50 000 francs? Et lorsque vous attendez toute une année pour que vous ne touchiez que 4 pensions, c'est-à-dire 200 000 francs, on vous destine à la mort. Donc, je crois qu'il faut que ces choses-là soient bien regardées et que le gouvernement prenne conscience que les Congolais ont fait suffisamment de sacrifices. Les ministres ou les personnalités politiques, des responsables nommés à des hautes fonctions devraient présenter leurs biens et nous attendons probablement que nous y arriverons. Mais dans un premier temps, je vais peut-être rappeler, tout à l'heure je disais qu'il y a des ministres qui détiennent à eux seuls 5 000 milliards de francs CFA dans leurs comptes, dans les paradis fiscaux, et parmi ces ministres, on peut les citer, il y a Jean-Jacques Bouya, nous avons Christelle Denis Sassou Nguesso, il y a Gilbert Ndongo, il y a également Jean-Bruno Itoa. Alors, dans les premiers jours de sa nomination, Anatole Kolinde Makosso parlait de la restauration de l'autorité de l'État. Monsieur Clément Mirassa, croyez-vous en cela ou bien c'est encore là de l'utopie? Parce que finalement, tout à l'heure vous avez dit, monsieur a présenté son programme d'action du gouvernement, mais il a faim d'ignorer un certain nombre de choses, mais même d'annoncer des mesures restrictives ou des poursuites, par exemple, de tous ces Congolais qui ont eu à dilapider de l'argent. Croyez-vous en à la restauration de l'autorité de l'État? Bon, le fait déjà que dans l'une de ses déclarations, Anatole Kolinde Makosso a déclaré qu'il allait œuvrer pour la restauration de l'autorité de l'État. Il faisait un bilan, en fait, de l'action de celui qui l'a nommé là et de son prédécesseur. Ça veut dire que l'État a derrière le problème. Lorsqu'il dit lui-même dans son message et dans son programme qu'il faut donner des signes forts en termes de bonne gouvernance, il reconnaît implicitement que nous avons des problèmes de mal-gouvernance et que la raison essentielle de notre situation critique aujourd'hui, c'est la mal-gouvernance. Lorsqu'il déclare lui-même qu'il a pris son service le 18 juin et que le 18 juin, il va déclarer son patrimoine, il fait comprendre aux Congolais que depuis 10 ans qu'il est ministre, il n'a fait que violer la Constitution parce qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine, mais il nous fait percevoir aussi que son prédécesseur qui a été Premier ministre était là, etc. Non. Je crois que la démarche de Kolinde Makosso suppose une chose, la remise en cause du système actuel. Mais les membres du système, il est difficile de remettre en cause le système. Est-ce qu'il aura le courage de le faire? Je vous rappelle, vous avez cité un certain nombre de ministres, je vous rappelle le travail élogieux qui a été fait au niveau de la lutte contre la corruption par l'Amir Nguele. L'Amir Nguele est bien arrivé à établir des dossiers bien ficelés. Et l'Amir Nguele s'est plaint de ce que le procureur de la République ne prenait pas le relais du travail qu'il faisait. On a fait quoi? On a dit on enlève l'Amir Nguele, on est parti maintenant à la haute autorité de lutte contre la corruption et la continuité de l'État, je ne sais pas où elle est partie, et tous les dossiers qui ont été faits par l'Amir Nguele sont pratiquement enterrés. Non. Aujourd'hui, je crois que le pouvoir actuel a un problème sérieux
En fait, j'ai compris que régler ces problèmes, c'est pour eux, c'est se suicider. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes au monde qui peuvent prendre une décision de se suicider. Parce que quand vous savez que vous êtes fortement impliqué, c'est difficile que vous vous le mettez en cause. Et la situation du Congo, elle est exactement celle-là. Alors on vient, on fait des bonnes déclarations d'intention, de bonnes gouvernances, mais le programme avec le Fonds monétaire a prouvé que nous étions limités. Tout ce que nous décrions en termes de lutte contre la corruption, le Fonds monétaire les a demandé dans une matrice de façon simple, etc. Mais on n'a jamais pu exécuter cela. Est-ce que Colline Makosso aura le courage? Je vous rappelle qu'un des prédécesseurs dans un gouvernement, qui est mon petit frère Gabriel Nchaïdia, a décrit dans un livre toutes les difficultés qu'il a eues lorsqu'il était ministre de la fonction publique à faire avancer le dossier sur la déclaration du patrimoine. Et quand vous prenez, on parle d'une loi, d'un décret qui a été pris, mais pourquoi depuis que cette loi et ces décrets ont été pris, pourquoi les gens n'ont pas fait de déclaration de patrimoine? Il y a un problème réel. En fait, il y a un problème de culture. Les gens sont venus au pouvoir non pas pour servir, mais pour se servir, mais une fois qu'on est servi, parce que regardez, monsieur Christian, je crois que vous suivez ce qui se passe en Afrique. Vous savez maintenant que dans un pays africain, notamment en Mauritanie, le président de la République a des sérieux problèmes. Je crois qu'il a été même arrêté pour cause de corruption, parce qu'il est incapable de justifier la richesse qu'il a pu accumuler. Mais le Congo vit dans cette situation. Je vous ai toujours rappelé que le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde. Le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. D'ailleurs, on vient de publier sur les réseaux sociaux le rang, et le Congo est le 8e pays d'Afrique le plus corrompu. Donc, vous avez un tel niveau de corruption, et sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Posons la question au président de la République. Mais quand il a déclaré en 2009 que le Congo n'était pas exempt de corruption et autres, et que là, c'était les gouvernants qui étaient interpellés, qu'est-ce qu'il s'en est dit? Je crois qu'il n'y a pas de déclaration plus claire que ça pour dire que la reconnaissance du pouvoir, du fait que ce sont les ministres, les directeurs généraux, etc. Lorsque vous avez suivi ce qui se passe à la CNCS avec des virements qui sont faits, donc aujourd'hui, il faut que les Congolais sachent que le problème, ce n'est pas qu'ils continuent à faire davantage de sacrifices. Le problème, c'est que les Congolais fassent des choses sur leur gouvernement pour que leur gouvernement puisse prendre à bras le corps, s'ils en sont capables. Maintenant, s'ils n'en sont pas capables, c'est aux Congolais de prendre les responsabilités. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Alors, je voudrais savoir avec vous, puisque nous parlons de ce programme d'Anatole Colline Makosso, ici on se rend compte que la santé, la sécurité, l'économie, les finances, même les crises de valeur se présentent en priorité. En fait, tout est au rouge. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Quelle est la marge de réussite que dispose le gouvernement Anatole Colline Makosso? Je dois vous dire franchement que, au vu de l'expérience passée, les Congolais mettent un brin d'espoir sur la présence de Roger Rigobert Andéry dans ce gouvernement, en se posant la question, est-ce qu'il aura les mêmes livres pour faire ce qu'il a essayé de faire les années passées, ou bien est-ce qu'il cédera à la pression du système? Monsieur Christian Ferrer, prenez la situation de la crise du Congo. En 2010, le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative du pays pauvre très enlevé. Sa dette est pratiquement réduite à près de 20% de son PIB. Ça lui ouvre des belles perspectives de développement. Mais essayez de comprendre comment, avec très peu de temps après, nous sommes arrivés encore à une dette insoutenable. Et j'ai suivi tout dernièrement la déclaration du ministre Andéry, après qu'il ait suivi l'intervention téléphonique entre le président Sassou et le président chinois, de dire que c'est un obstacle. Mais il y a depuis longtemps qu'on a constaté que la dette est un obstacle. Mais lorsque le Premier ministre Colline Makosso parle de la situation, pourquoi il n'envisage pas que son gouvernement doit faire le point des raisons fondamentales qui nous amènent à ce niveau d'endettement, surtout que nous étions dans une période d'embellie financière,
et quels sont les remèdes qu'il compte y apporter. Soit, mais je vous rappelle que le Congo n'a pas été capable de procéder à un ajustement interne pour résoudre cette crise. Le gouvernement congolais y a cru. Mais lorsqu'il n'a pas pu le faire, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Grâce à la pression des autres États de la communauté monétaire, économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais il s'est tourné vers le Fonds monétaire. Nous avons signé le 11 juillet un accord avec le programme avec le Fonds monétaire. Mais où en sommes-nous? L'accord est suspendu. Nous n'avons même pas été capables de régler. Donc, quand le Premier ministre Koliné Makosso dit qu'ils vont donner des preuves de bonne gouvernance à la communauté internationale, qu'ils vont essayer de prendre des engagements qu'ils vont respecter, moi, je vais souhaiter que le Premier ministre Koliné Makosso explique au gouvernement qu'est-ce qui s'est passé pour que le gouvernement ne soit pas en mesure d'exécuter la matrice des 48 mesures dont l'exécution était prévue entre le mois de juillet et le mois de juillet 2019 et le mois de mars 2020. Soit, moi je vous dis que la marge de manœuvre de Koliné Makosso est très faible. Il s'agit d'un système, il s'agit qu'il ait la capacité de le mettre en cause ce système. Est-ce qu'il en a les moyens? Moi, je suis très sceptique, mais je lui souhaite bon vent. Et j'espère que s'il arrive à remettre en cause le système, il aura réglé fondamentalement le problème de beaucoup de Congo. Alors, Monsieur Mirassa, on va parler donc du séminaire gouvernemental où Anatole Koliné Makosso déclarait, je vais citer, « Tout ne sera pas facile ni de tout repos face aux difficultés que traverse notre pays. Tenons donc ferme, même lorsque nous croyons avoir tout surmonté. Le président de la République nous attend au résultat. Le peuple nous attend à l'ouvrage. Ne nous laissons pas distraire. » Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il y a une volonté de vouloir bien faire, ou bien c'est toujours cette manière de vouloir prononcer les beaux discours pour distraire les Congolais? J'ai bien aimé le commentaire du président de l'Assemblée avant que Koliné Makosso ne passe présenter son programme. Lorsque le président de l'Assemblée a dit que les Congolais étaient là et fatigués des promesses, ils étaient là et fatigués des engagements pris et non respectés par le gouvernement. Donc, il s'agit à Koliné Makosso de faire l'appel. Mais quand vous prenez ce programme, il est suffisamment lourd. Je vous ai dit qu'il y a déjà des aspects qui ne sont pas pris en ligne de compte. Mais Koliné Makosso ne nous dit pas comment il sera financé. Mais j'ai retenu un des aspects s'agissant des arriérés des retraités. Je lui ai dû faire une pique pour dire que ça sera réglé dans le cadre des relations qu'on aura avec les bailleurs de fonds internationaux. Mais je dois dire au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, on a eu des rapports avec le Fonds monétaire international. On a cru qu'on allait bénéficier de 458 millions de dollars sur 3 ans. La première tranche de 45 millions de dollars ayant été versée pratiquement au mois de juillet. Mais où en sommes-nous arrivés? La question qui se pose au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, est-ce qu'il est capable de réussir, si je peux me permettre de parler ainsi, là où Clément Mwamba n'a pas réussi en faisant appliquer correctement les mesures qui ont été contenues dans la matrice de 48 mesures. Parce que dans la matrice de 48 mesures qui ont été proposées avec le Fonds monétaire international. Ces mesures, à mon avis, vous avez parlé tout à l'heure du rapatriement des fonds qui sont à l'étranger. Les Congolais attendent ça. On a parlé de la lutte contre la corruption. Les Congolais attendent ça. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, il y a comme un débat en l'air. Et je suis surpris que le Premier ministre n'ait pas évoqué ça. Je l'ai vu faire une tournée hier au Trésor, dans les impôts. Mais il faut réussir, parce qu'on dit toujours que nous critiquons, et c'est de la critique stérile. Il faut réussir à revenir à un système simple. C'est le problème de l'unicité des caisses. Vous avez vu deux ministres, vous avez vu le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Comment il a réglé le problème de ces deux ministres qui ont donné la preuve de ce qu'il y avait véritablement anti-valeur au niveau des gouvernants. Comment il a pu le régler? Vous faites bien d'en parler. Vous nous rappelez l'histoire d'Arlette Nono, Soudan, c'est cela, Madame Soudan, et Destinée, Hermela, la nouvelle ministre de tourisme, destinée, oui, Hermela Doukaga. Vous, comment vous avez apprécié ce comportement affiché par deux ministres, donc deux membres d'un gouvernement? M. Christian Pelin
je regrette et je déplore le fait qu'il n'y ait eu aucune sanction. Il faut sanctionner. Parce que le Premier ministre parle de restaurer l'autorité de l'État les gens au travail, etc. Mais il faut qu'il prouve. Vous savez qu'au niveau gouvernemental, le Premier ministre a déjà des problèmes. Vous savez que les textes qui fixent la composition des cabinets ministériels limitent le nombre de membres d'un cabinet ministériel à 6. Et j'ai constaté qu'il y a sur les réseaux sociaux vraiment une inflation terrible de notes de service. Et ce qui m'a surpris, j'attire l'attention du Premier ministre là-dedans, parce que je suppose que ce sont des notes de service à incidence financière. Elles ne sont visées ni par le directeur général du budget, ni par le directeur général du contrôle financier. C'est très grave. La situation entre les deux ministres a fait de sortir quoi? Mais que le principe de l'unicité des caisses n'était pas respecté. Que de l'argent de l'État était versé dans des comptes dans des banques commerciales et que certains ministres, d'après ce qui a été dit dans la correspondance ou dans la fiche qui a été adressée au Premier ministre, et que certains ministres disposaient des cartes monétiques pour retirer de l'argent. C'est très grave. Et moi, je suis surpris. Lorsque M. Christian Perret, vous m'avez rappelé tout à l'heure, que le président annonçait que c'était la tolérance zéro, mais c'est là qu'on devait donner la preuve que c'est la tolérance zéro. Parce que s'il y avait l'exemplarité, et le Premier ministre Anatole Koniné-Makosso a parlé de l'exemplarité, mais l'exemple doit commencer là. Qu'est faut-il entre aller Soudan et autres? Mais ce n'est pas une question qu'on doit traiter de façon sentimentale, amicale et autres. Il s'agit de régler un problème entre l'intérêt général et l'intérêt privé et personnel. Et moi, je pense que les organes de contrôle, à savoir le contrôleur de l'État, à savoir le ministère du contrôle d'État, puisqu'on en a ajouté un, c'est tellement il n'était pas suffisant, à savoir la haute autorité de lutte contre la corruption, doivent être mis à contribution. Parce qu'on ne peut pas toujours et toujours espérer sur le silence pour régler. Parce que ça pourrit la situation. Et la situation. Et après, on va venir demander aux Congolais de faire des sacrifices à quelque chose qui ne va pas. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, Monsieur Clément Mirassa. Dans le même dossier, mettant d'ailleurs en conflit Hermela et Madame Soudan, nous découvrions d'ailleurs que Nono Soudan avait ouvert un compte bancaire de son ministère dans une banque commerciale. Donc par là, nous comprenons que finalement, les ministères au Congo ont des comptes bancaires dans les banques commerciales. Est-ce que cela est normal? Et à quoi sert finalement le trésor public? Vous savez, j'ai travaillé au ministère des Finances dans les années 2003, etc. Et je me rappelle d'une note de service, d'un texte que le président Denis Sassou Nguesso avait pris, qui, je crois, avait été co-signé par le ministre Sanguédi, où on recommandait de revenir au principe de l'unicité de caisse au trésor. Cette multiplicité des comptes dans les banques inquiète les gens et c'est une ouverture aux pistes de détournement. C'est qu'on évoque, j'espère, que cette question dû être traitée à la justice pour établir les responsabilités et faire en sorte que les gens soient dans ce que l'on appelle toujours la présomption d'innocence. Mais il faut, à mon avis, que le gouvernement prenne la responsabilité de revenir au principe de la comptabilité publique qui recommande l'unicité des caisses au niveau du trésor. Maintenant, s'il y a des problèmes de gestion au trésor, et si ces problèmes concernent les hommes, il y a au Congo des hommes compétents qui peuvent bien gérer ces situations au niveau du trésor. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il va de l'intérêt de tous les Congolais. Donc, à mon avis, je suis surpris que les ministères de comptes dans les banques commerciales, sur la base de l'argent qui est versé par des structures d'État, je suis surpris. Je suis surpris que les ministères des cartes monétiques, etc., alors que je croyais que c'était banni, c'est tout ça qu'il faut, à mon avis, supprimer parce que c'est ça qui favorise l'enrichissement illicite et qui ne permet pas finalement qu'on paye les Congolais à temps voulu, etc., à échéance échue. Et je crois qu'il faut. Monsieur Christian Perret, le sentiment qui se dégage, c'est qu'il y a au Congo, dans la structure gouvernementale et dans le sérail politique, comme ce que l'on appelle
des hommes ou des femmes intouchables. Et on a le sentiment que quels que soient les actes qu'ils posent et quelle que soit la gravité, et c'est pour ça j'ai été très heureux d'entendre sur Vox TV l'intervention de Bopaka, qui est président de l'Union nationale des opérateurs congolais, mais qui, pendant que nous nous battons pour le changement de la Constitution, était président d'une plateforme de la société civile qu'on appelait du peuple et qui a défendu par le chemin. Alors, il a dit que le Congo est revenu à zéro et que les recommandations faites par la conférence nationale n'ont pas été suivies. Et il va même plus loin. Il dit l'impunité tant décriée à le pied du terrain et qu'aujourd'hui, on boit avec les voleurs, on tourne avec les voleurs, on suit les meetings des voleurs et personne n'est absolument inquiété. Vous savez que lorsque la population commence à avoir ce genre de raisonnement, ça veut dire que nous avons choisi pratiquement le chemin de l'autodestruction de notre pays. C'est vrai qu'il y a une minorité qui s'enrichit terriblement, mais ça pousse la grande majorité dans la grande misère ou dans une situation indescriptible que nous connaissons. Évidemment, un adage dit le poisson commence à pourrir par la tête, mais nous savons que Denis Sassou Nguesso, qui est revenu par les armes au pouvoir, vous le savez mieux que moi, lui également ne respecte aucune règle, ne respecte pas les lois, viole les constitutions. Alors, dans la prestation du Premier ministre, on a parlé de la crise des valeurs. Et là aussi, je crois qu'on retrouve Denis Sassou Nguesso. Mais il y a un aspect tout à fait de curiosité. Hein. C'est une question facultative, Monsieur Mirassa. Vous aimez bien appeler Denis Sassou Nguesso par président de la République. Alors, nous savons que dans la République, il y a le respect des lois, c'est les règlements de la République, de la Constitution. Dans le même temps, vous ne cessez de condamner, de dénoncer la violation répétée, sinon permanente, de la Constitution ou des constitutions par Denis Sassou Nguesso. N'est-ce pas paradoxal de continuer à l'appeler par président de la République? Pourquoi vous ne ferez pas mieux de l'appeler par exemple par monsieur le général Poutiste? Bon, moi je crois qu'il faut bien situer le combat. Je crois que l'appellation qu'il est, vous prenez le pouvoir même par les armes. Vous êtes le président de fait. Vous savez qu'en Afrique, ça se pose comme ça. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Le maréchal Idriss est bien mort. Son enfant, il n'en a pas respecté la Constitution. Et je fais bien, vous faites bien de me rappeler ça, parce que je ne voulais pas aller dans le sens que vous indiquez. Je voulais aller dans le sens que, dans la situation du Tchad, le président Denis Sassou Nguesso, en tant que président de la communauté de la CEAC, a présidé une réunion à Brazzaville sur la situation du Tchad. Ce qui m'a frappé dans les conclusions de cette rencontre, première chose, c'est l'acceptation de la dissolution de la Constitution. Donc, vous voyez bien que cette Constitution était liée au président Idriss Déby. Dès qu'il est mort, la Constitution était abrogée. Mais plus grave pour nous les Congolais, c'est que cette réunion a recommandé la tenue d'un dialogue national inclusif où tout le monde devrait prendre part. C'est pour ça que moi je dis, pourquoi ce que l'on propose à l'extérieur et qui devrait apaiser les Congolais? C'est pour ça que dans l'idée qui est la mienne, je reviens toujours sur cette proposition en disant la crise fondamentale, qui est la crise politique que nous connaissons dans le pays. Ça me gêne, monsieur Christian. J'ai suivi le Premier ministre et vous n'avez pas posé la question là-dessus. Vous s'adressez à vous qui êtes à la diaspora. Vous dites à la diaspora, on devrait défendre son pays. Mais on défend son pays dans quelles conditions? On défend son pays lorsqu'on a l'assurance que ce pays est gouverné selon les règles de bonne gouvernance, selon les règles de transparence et en respectant des lois et règlements de la règle. On est fiers. Mais lorsqu'on est dans le cas du Congo, où finalement ces fondamentaux ne sont pas respectés, je suppose que vous, par rapport à cet appel, c'est vous à la diaspora qui répondez. Monsieur Clément Mirassa, j'allais vous dire plutôt merci d'avoir donné la réponse à notre place, à monsieur Anatole Koliné Bakosso. Je ne savais pas que je répondais à votre place. Donc, ce que je veux dire, monsieur Christian Ferrer, honnêtement, les Congolais souffrent. Lorsque vous avez sur 12 mois, vous percevez 4 mois de pension sur 12, avec la pression sociale qui est la nôtre aujourd'hui. Je vous assure que c'est très, très, très difficile.
On peut considérer que nous, les anciens ministres, encore que on a été, je ne sais pas, premier ministre, je ne sais pas en quelle année, on peut considérer qu'on est privilégié, mais nous ne sommes pas privilégiés. Dans l'ensemble, les Congolais souffrent. Et il faut arrêter cette chose. Les gouvernants et le gouvernement de Clément Mwamba, suivi par le gouvernement de Koliné Chefoué, de Bomba Koliné Makosso, mais les gouvernements ont prouvé leur incapacité à apporter des solutions réelles aux problèmes du Congo. Vous croyez, M. Christian Pelé, lorsque j'ouvre RFI, et qu'on me dit qu'il y a un ministre qui est en difficulté en Suisse par rapport à Glencore, tout ça, parce qu'il touche des pots de vin, et qu'avant on vient me demander de me sacrifier. Vous trouvez ça juste? Ça pose le problème de la répartition de la richesse nationale. Lorsqu'on parle de la réduction du train de vie de l'État, et que les ministres ne veulent pas toucher à leurs intérêts, encore, vous savez bien, je ne vous donne pas l'information, les ministres congolais sont mieux payés même que certains présidents dans beaucoup de pays du monde. Mais quand on leur demande que, compte tenu de la situation, il faut qu'on réduise le train de vie de l'État, ils s'adressent à la population pour dire davantage de sacrifices. Donc, ils me demandent à moi d'accepter que sur une année de 12 mois, je ne touche que 4 mois de pension. Je dis au Premier ministre, je ne gagne pas 15 millions ou 12 millions par mois. Quand on gagne 15 millions, 12 millions par mois, on peut se permettre d'attendre 12, etc. Moi, avec ce que je gagne comme retraité, et la plupart des retraités sont dans cette situation, il faut que nous soyons payés régulièrement. Il parle de solidarité. Mais la solidarité, ce n'est pas de dire aux retraités qu'au lieu de 0 pension par trimestre, vous aurez 1 ou 2 pensions. Non. Ça veut dire, en termes de solidarité, qu'il faut que tout le monde vive la même condition. Les fonctionnaires, les retraités, les boursiers, s'il y a l'argent, tout le monde est payé. S'il n'y a pas d'argent, personne n'est payé. C'est ça la solidarité. Et si on ne le fait pas, on viole la Constitution, notamment l'article 15 de la Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et personne ne devrait être privilégié. Soyons suffisamment humbles. Respectons ce peuple. Demandons même lui pardon parce que nous lui avons fait trop mal. Alors, la proposition que je vous fais, 1, allons vers une situation d'apaisement, d'apaisement et de décrispation de la situation politique du pays, en libérant les prisonniers politiques. Je souffre, M. Christian Pelé, de voir, c'est des amis, c'est des parents, c'est des Congolais qui sont en prison dans une situation que vous connaissez bien, et que pendant ce temps, il y a des gens qui sont à la base des malheurs des Congolais, qui ne sont nullement inquiétés, qui se promènent dans tout le pays, qui se promènent à travers le pays. Et ça me fait souffrir. Donc, il faut qu'il y ait une justice que l'on regarde. Et le deuxième volet que j'aborde, il faut que nous allions à un dialogue national inclusif. Parce que sinon, moi, ça me gêne de dire que mon président de la République est en situation délicate. Mais c'est la réalité. Et quand je le dis, c'est pour interpeller les uns les autres, tout en sachant que nous avons déjà saisi la Cour constitutionnelle, nous avons déjà saisi le président du Sénat, le président de l'Assemblée, nous avons déjà saisi le président de la Cour suprême, nous avons déjà saisi toutes les institutions et elles sont au courant. Elles ne peuvent pas continuer à observer le mutisme en demandant aux Congolais de faire des sacrifices. C'est eux qui doivent faire leur travail et ne pas faire croire aux gens que les institutions fonctionnent bien, alors qu'en réalité, elles n'arrivent pas à régler un certain nombre de problèmes fondamentaux qui touchent les Congolais. J'ai semblé vous entendre parler de 12 millions de francs CFA comme salaire. Vous n'avez pas dit, malheureusement, quelle est cette catégorie des fonctionnaires congolais qui gagnent 12 millions de francs CFA mois, ce qui équivaut d'ailleurs à plus de 18 000 euros par mois. Et si je vous ai bien compris, donc Anatole Koliné Makosso veut demander aux plus pauvres de consentir des sacrifices, alors qu'au niveau du gouvernement, si c'est bien cette catégorie qui gagnerait 12 millions de francs CFA, là-bas, il n'y a aucune mesure restrictive. Il y a un décret qui a été pris en 2012. C'est le décret 2012-1037 du 3 octobre 2012 qui fixe les salaires des membres du gouvernement. Et en ce qui concerne les membres du gouvernement, selon ce décret, qui n'est jamais paru au journal officiel, selon ce décret, les ministres d'État gagnent 15 millions chacun, les ministres gagnent 10 millions,
les ministres délégués gagnent 7 millions et les ministres, les secrétaires d'État gagnent 5 millions. Et en plus de ça, le ministre d'État a une indemnité de logement lorsqu'il vit chez lui de 2 millions de francs par mois. Le ministre a une indemnité de logement d'1,5 million francs par mois. Le ministre délégué et les secrétaires d'État ont 1 million de francs par mois. Et je vous rappelle, dans un contexte où le SMIC est autour de 90 000 francs CFA. Donc, vous avez pratiquement la situation. Le décret n'a jamais été publié. On n'a jamais eu de notification comme quoi il y a eu réduction des salaires des ministres. Maintenant, toutes les institutions, les membres des institutions, leurs salaires sont fixés par rapport à ces salaires. C'est-à-dire que si on dit que vous avez rang de ministre d'État, on vous place là où vous êtes. Si vous avez rang de ministre, on vous place là. Et si vous avez... Donc, on classe les gens, les responsables des institutions selon cette classification. C'est pour ça que je vous disais situation. Lorsqu'on parle de réduction des trains de vie de l'État, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais souri lorsque le Premier ministre avait fait allusion au séminaire, alors que s'il faisait des réductions au niveau des salaires des ministres. Maintenant, je ne peux pas vous dire combien gagne le Premier ministre parce que je n'ai pas de référence. Il y a des rumeurs, etc., mais je préfère me baser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il gagne des sommes supérieures à celles du ministre d'État et le président de la République doit gagner une somme supérieure au Premier ministre. Que la conclusion que j'en tire, parce qu'à un moment donné, j'ai réfléchi un peu à ces salaires des responsables politiques dans le monde entier, il est évident que le salaire du président chinois n'a rien à voir avec un salaire d'un ministre congolais. C'est un salaire modique. Le président Poutine de la Russie, son salaire est très, très en deçà, etc. Donc, si on fait la comparaison, on peut dire que le salaire du ministre d'État congolais équivaut pratiquement au salaire du président américain, ce qui de l'État le plus puissant du monde. Le ministre simple au Congo doit gagner plus que le président français, je crois, pour les données que j'avais à l'époque. Donc, vous avez la comparaison. Mais en termes de sacrifice, on préfère s'adresser à la population et non à ceux qui ont cette masse d'argent. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais on constate bien que les ministres congolais gagnent beaucoup plus que certains présidents en Occident, vous l'avez dit d'ailleurs, même aux États-Unis. Et les ministres, nous savons que, par exemple, en France, un ministre est autour de 10 000 euros. Ça, c'est le salaire brut. Le Premier ministre, il est à 15 000 euros. Donc, c'est vraiment en deçà de tous ces chiffres que vous venez de citer. Bon, mais de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, que les Congolais doivent prendre leur responsabilité. C'est ce que je retiens. C'est aussi la fin de cette émission. Merci, Monsieur Clément Mirassa, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération congolaise de l'opposition. Vous répondez là à nos questions, notamment sur le programme d'action du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Quant à vous, chers téléspectateurs, en tout cas, merci de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Restez donc branchés sur votre canal d'information KELER TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.